Bonjour, heureux de vous retrouver en ce jeudi matin. Nous avons avec nous aujourd'hui André Tianakoun. André Tianakoun, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, André Tianakoun. Ce que je vais dire n'est pas péjoratif, vous êtes un vieux de la vieille de la politique, c'est presque un compliment, d'accord? Alors, votre premier mandat conseiller général, c'était en 1982, votre premier... 1976. 1976, pardon, après vous avez été réélu, et donc votre premier mandat de maire, ça c'est 1983, voilà. Mais on va retenir, nous, aujourd'hui, que les mandats actuels, c'est-à-dire maire du Tampon depuis 2014, puisque vous avez repris les commandes, et conseiller départemental. Maintenant, on dit conseiller départemental, on ne dit plus conseiller général. Et vous êtes aussi président de la CAS Sud, c'est ça? Oui, oui. Voilà. Alors, ma première question est incontournable, et vous la devinez. Est-ce que vous serez candidat au municipal de mars 2020 au Tampon? Bien, cela me fait rappeler qu'en 2014, des amis étaient venus me voir pour que je me représente. Et que j'avais réfléchi, mais devant les difficultés de la population. Les difficultés de la commune. Je m'étais décidé à répondre à des sollicitations de mes amis. Donc j'avais dit oui. Et puis ma femme m'a dit, si tu repars en politique, moi je pars chez mon fils en Chine, qui est avocat là. Alors je lui ai dit, il ne faut pas faire ça. Et elle est partie quand même. Et au bout de 5 semaines, elle m'a téléphoné pour me demander si ça allait bien. J'étais déjà en campagne. Je lui avais dit, ça va bien, mais j'ai quelques problèmes. Je ne retrouve plus mes effets, j'ai des difficultés pour trouver mon linge, tout ça. Elle m'a dit, je reviens à condition que tu dormes le soir à 20h30 et que le matin, j'ai dit, alors, condition. Elle m'a dit, le matin, débrouille-toi. Alors j'ai dit, le matin, je me lève à 3h. D'accord. Et ça fait près de 15 heures de travail par jour. Elle m'a dit, si c'est ça, je retourne. Et ma femme est revenue pour m'aider. Ça m'a fait naître qu'une femme est très... Derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme, c'est ce qu'on dit. Alors, André Tianakoun, ma question, vous n'y avez pas répondu. Est-ce que vous serez candidat en mars 2020? Il faudrait que je commence par d'abord faire le point sur moi-même, en parler à mes proches, ma famille, puis mes amis. Vous n'avez pas encore fait? Non, mais je pense que cette question commence à m'interpeller. Je crois que bientôt on sera amené à prendre des décisions. Oui, bien sûr, mais vous prendrez cette décision quand? Bien, je ne suis pas encore fixé de date, mais il faudra... Nous sommes à 4 mois des municipales quand même. Bon, Okay, on dit qu'à 3 mois, on pourra... Vous vous donnez encore un mois? À peu près, oui, on verra. D'accord, avant la fin de l'année en tout cas. Ah ben écoutez, oui, je pense qu'après ça va devenir urgent si on parle aux élections, mais il faut que je m'interroge autour de moi et que je respecte ma famille, mes amis qui m'aiment bien. D'accord, d'accord. J'essaierai donc de prendre une décision avant la fin de l'année, bien entendu. D'accord, mais alors, vos détracteurs souvent mettent l'accent sur votre âge, parce que vous aurez 80 ans l'année prochaine en mai, et parfois même sur votre santé. Que leur répondez-vous? Bien, je me dis que je suis un maire qui est né en 1940. J'ai contacté le 16 mai, je crois. D'autres maires qui ont 86 ans, qui ont 94 ans, 92 ans, pour savoir. Il m'avait répondu que ce qui est important, c'est de savoir l'expérience et les connaissances qu'on a dans sa tête. Et que pour faire marcher un pays, il faut l'expérience, il faut avoir la connaissance et la sagesse. Donc, si on a ces qualités-là, et quand on est en forme, il faut continuer à s'engager si on veut le bien des autres. La politique, c'est un peu comme en amour, il n'y a pas d'âge. Je crois que vous avez raison. Je partage bien ce dicton. Alors, donc, vous êtes revenu à la mairie du Tampon en 2014. Dans quel état avez-vous trouvé la commune? Je suis revenu vers la mairie parce que c'était une mairie où il y avait des problèmes graves, où j'entendais souvent parler qu'il n'y avait pas d'argent pour acheter des balais, il n'y avait plus d'argent pour acheter des produits d'entretien, il n'y avait plus d'argent pour acheter du papier. À ce niveau-là? On ne faisait plus des photocopies
pour avoir des photocopies, il fallait apporter son papier, quoi. C'était payant même. Donc, sollicité par des amis fidèles, alors j'ai eu cette imprudence de dire oui. D'accord. Je me suis retrouvé. D'accord. Mais la situation, elle était comment, la situation financière, par exemple? La situation financière, c'est qu'on était passé, avant moi, dans le cadre d'un mandat avec deux maires. Oui, parce qu'il y avait Paul Paillettes et Didier Robert. Oui, oui. Et puis il y a eu des dépenses imprudentes et qui a mis la commune dans le rouge et qui a fait mettre la commune pendant 4 mois sous le contrôle du préfet. C'est la Chambre régionale des comptes avait demandé à ce que la commune du Tampon soit contrôlée par le préfet. Donc il y a un maire qui a essayé de rétablir la situation. Ils ont moins investi durant ces 8 années, on va dire environ 130 millions. Mais nous sommes aujourd'hui à 180 millions pour 6 ans, alors qu'en 8 ans, ils avaient investi 130. D'accord, mais donc vous avez sorti la commune du rouge et aujourd'hui, les clignotants, ils sont tous au vert, ils sont... Ça va? D'après ce que j'entends dire, la commune du Tampon est une commune... D'après ce que vous entendez dire, vous êtes quand même bien placé pour le savoir. Oui. Ouais. Écoutez, Paul est tamponnais, je veux dire ils en sont fiers d'être tamponnés aujourd'hui. Les actions que nous menons dans le domaine de l'environnement, de l'écologie, de la protection et le développement de tout ce qui touche au reboisement, à l'amélioration. On va y revenir, mais je vais pas rester dans le domaine financier. Comment vous avez fait pour rétablir la situation? Est-ce que vous avez été contraint d'augmenter les impôts, par exemple? Non. Alors, donc, mes prédécesseurs avaient augmenté les impôts de 15%. Et moi, j'ai fait baisser les impôts de 5%. Voilà, et les excédents financiers sont importants. Et la commune du Tampon jouit de la confiance de ses banquiers. Oui. Et nous avons des emprunts à 0% sur 30 ans. D'accord, mais à quel niveau vous avez fait des économies alors pour pouvoir rétablir la situation? C'est une méthode de gestion. Et là aussi c'est l'expérience? C'est l'expérience et la connaissance, voilà. Donc l'argent de la commune n'est pas fait pour être partagé avec par-ci par-là. Il faut que cet argent sert à toute la population, donc les équipements publics doivent être faits à bon escient. La population doit bénéficier des moyens de transport, des réseaux de transport qui permettent à la population de se déplacer aisément. Ça permet à la commune d'avoir des bonnes restaurations scolaires pour que les enfants soient bien accueillis. Nous ne sommes pas classés, il y a 18 mois de cela, première commune de La Réunion pour la qualité de sa cuisine. Nous sommes classés au plan national, premier projet en matière de réalisation de grands chantiers tels que les barrages collinaires. Et nous avons eu le 2e prix national pour ce qui concerne la reconquête de la biodiversité, c'est la protection. Oui, tout à fait. On va y revenir également. Mais donc pas eu d'augmentation d'impôts, au contraire, c'est une baisse. Mais est-ce que il y a eu une chasse aux sorcières? Est-ce que vous avez viré du monde, par exemple, pour faire des économies? Jamais. Alors que la situation était tendue. Ce qui est important, c'est que nous avons mis en place un système de responsabilité qui fait que, d'abord, que nos agents soient respectés, que nos agents soient mieux pourvus en matériel, en équipement, et que les prévisions dans la réalisation des chantiers soit bien coordonné. Et cela nous a permis de passer par exemple de 1 million d'euros de travaux en région, on est passé à 7 millions d'euros. On peut parler de gestion de père de famille, de bon père de famille? Oui. Gestion père de famille, oui, parce que la commune appartient à tout le monde. Et le compte que le maire a à rendre doit être quelque chose qui est sacré. Nous sommes sur des principes sacrés, qui est celui que l'argent de la commune appartient aux autres, que l'argent qui nous est confié doit être bien géré et parvienne bien partout pour que la puissance de la population qui pourrait s'exprimer au travers, par exemple, de son
de sa façon de vivre et aussi que son patrimoine lui-même progresse et tende vers en tant qu'enrichissement collectif, hein, c'est-à-dire que toute la population doit en profiter. Et c'est ce que nous avons fait. Je suis particulièrement heureux. Je ne vais pas parler de fierté pour ça me dire que je suis en retard, je ne suis pas en retard, mais je suis heureux. D'accord, mais justement, donc on va parler un petit peu de votre bilan, pas tout le bilan évidemment parce qu'on n'aura pas le temps, mais sur des grands dossiers, par exemple, il y a eu l'eau, là vous avez effectué pas mal de travaux, oui, notamment au niveau de la réalisation de retenues collinaires, on parle du Piton Marcelin, captage de la source Edgar-Avril, vous avez investi beaucoup d'argent? Oui, j'ai une volonté inébranlable quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la population. Et si le manque d'eau a été pour nos parents quelque chose de trop précieux, eh bien oui, je me suis attaqué pour sauver la plaine des Cartes de Bro, capter la première source qui est celle du pont du Diable. Et aujourd'hui, avec la diminution des ressources en eau et pour faire face à l'augmentation de la population, puisque nous sommes passés à plus que 85 000 habitants, on a été allé capter une nouvelle source qui s'appelle la source Avril. Et cette source Avril va être équipée d'une usine de potabilisation où l'eau sera parfaitement pure et propre. Grâce à cet équipement, nous pouvons partir vers maintenant l'irrigation. Nous avons réalisé un barrage collinaire de 350 000 m3, hein, qui représente 350 millions de kilos de pression dans un bassin. Nous avons réalisé des canalisations qui partent de la plaine des Cafres dans les hauts de la Grande Ferme et qui descendent jusqu'au Brac au 12e kilomètre sur 25 km de canalisation. Et ce sont des projets exemplaires et la Fédération nationale des travaux publics de France a classé ce projet, cet ouvrage-là, premier de France. Donc je suis invité à Paris donc, dans le cadre du congrès des maires de France pour recevoir le premier prix national. Est-ce que toute la commune est desservie aujourd'hui en eau potable? Oui, tout à fait. On va dire à 99%, oui. Nous allons continuer à développer l'irrigation, d'une part avec l'aide du département, mon ami Cyril Belchior, président du département, refouler l'eau de la mine des Cabouilles jusqu'à la plaine des Cafres, et la source Edgar-Avril va nous dépanner en refoulant cette eau vers les barrages collinaires. Et pour pouvoir faire tous ces investissements, notamment en matière d'eau, est-ce que vous avez dû augmenter la taxe sur l'eau? On a ni augmenté la taxe sur l'eau, ni augmenté les impôts. Tout est une question de stratégie financière. Et comme les comptes de la commune ne sont pas dans le rouge, on a eu des emprunts des banques et des grands établissements financiers qui sont venus nous proposer de l'argent sur 40 ans, parfois à 0%. D'accord. Autre projet que vous avez présenté en 2014 dans le cadre de votre programme et qui s'est concrétisé, qui se concrétise encore, c'est les routes. Là aussi, il y a eu beaucoup de travail. On parle notamment de la RD 70, c'est ça, la voie express. C'est un gros chantier. Alors, effectivement, nous avons plusieurs routes qui sont en cours, bien qui sont réalisées. Alors la première route, c'est l'extension de l'avenue du Général de Gaulle, dont la partie étendue et le nom porte... Qui va s'appeler Jacques Chirac. Le président Chirac. Ouais. Ensuite, nous avons la RD des 400. Mais sans pour autant supprimer la partie qui s'appelle Général de Gaulle. Voilà, il fallait fluidifier la circulation. Alors, donc, en parallèle à la rue du Général de Gaulle, nous avons la rue de la départementale des 400, qui va être étendue jusqu'au bois de Ponto. Et nous avons aussi une autre voie qui est celle de la liaison entre la place de la SIDA 400 à l'université qui va monter directement au 14e kilomètre. Ça représente des sommes extrêmement importantes, on est dans les 200 millions de travaux. Mais c'est financé toujours, il y a tampon certainement, participation, mais après il y a État, certainement un peu région ou Europe, non? Il y a le FIDER, il y a j'espère la région, puis le département qui est à leur niveau. Donc on se félicite du travail accompli par l'équipe. Donc c'est avec une conscience en paix et tranquille que nous terminons ce mandat. En matière de tourisme aussi, là aussi il y a eu des actions déjà? Bien, ce sont des actions qui n'ont jamais existé à La Réunion.
qui dépasse l'entendement. Je suis quelqu'un. Vous voulez parler de quoi? Le projet du parc de volcan Je ne veux pas perdre mon temps dans discussions stériles et m'arrêter sur des petits problèmes. Petits problèmes, quand il s'agit des problèmes humains, c'est mon problème, mais quand il s'agit du pécanisme, ça ne m'intéresse pas. Alors je voudrais dire que les études qui ont été menées sur les territoires de la Sud ont démontré qu'il y a 1800 emplois à créer. Donc environ 60 poissons à la Plaine des Cafres, et puis le reste à Saint-Joseph, Saint-Philippe et l'Entre-deux. Alors, nous avons mis deux choses en place. Premièrement, c'est le belvédère de Boiscourt, où nous travaillons sur des projets phares. Il s'agit, par exemple, sur le belvédère de Boiscourt, qui est naturellement fréquenté par la population, à mettre en place 3 équipements touristiques. Le premier équipement touristique est la construction d'un restaurant tournant de 500 mètres carrés, à peu près, qui serait situé à 15 mètres de hauteur. Deuxièmement, il y aurait sur ce site-là une passerelle suspendue avec des verres transparents qui surplomberaient le rempart. Et le troisième projet, c'est celui de mettre en place un dispositif pour accueillir la population qui viendrait pique-niquer avec d'autres équipements ludiques. Le domaine touristique permet donc d'espérer des créations d'emplois sur les CAF qui pourraient être de 400 à 500 emplois directs. Donc si c'est à mi-temps, on passerait 800 à 1000 emplois directs, et puis avec des emplois indirects qui concernent les produits du terroir, qui concernent les problèmes des produits bio, qui est là l'essence même de l'agriculture de la Plaine des Cafres, et puis aussi les produits de l'artisanat touristique qui est encore naissante et qu'on est en train de développer. Donc ça c'est sur le belvédère de Boiscourt et sur le parc du volcan. Le parc du volcan comprend un projet de spectacle vivant comme celui du Puy du Fou. C'est un amphithéâtre de 3000 places, par exemple, avec une scène importante, avec l'histoire de la conquête de la Réunion par les premiers Français, les premiers Malgaches, les premiers Cafres, les premiers Chinois, les premiers Arabes, tout ça, avec leurs coutumes, leur musique folklorique, etc. Il y a quelqu'un, un Réunionnais, qui est dans ce domaine-là en train d'écrire le scénario. D'accord. Et il y a un parc équestre, donc une piste pour, on va dire, l'entraînement des chevaux, sinon on va dire une course de chevaux, amateur, si on peut dire, parce qu'il faut avoir les agréments nécessaires. On parle aussi de tyroliennes, de montgolfières. Alors les tyroliennes, oui, les formalités sont déjà très avancées, et il y aura une dizaine de tyroliennes qui sont installées sur un piton, qu'on appelle le piton du Gain, et qui va descendre jusqu'à la route nationale. Ce sont des tyroliennes sur lesquelles on pourra descendre à 60 km/h ou bien 120 km/h. Nous avons aussi en cours l'agrément d'une piste d'hélicoptère qui fera donc Plaine des Cafres, Sillaos, retour, Plaine des Cafres, Saint-Philippe, Volcan, ou bien de retour. Ce sont des outils d'importance, et le montgolfière va fonctionner avant la fin de l'année sur ce site-là. Alors donc... on avait dit qu'on parlait bilan, mais finalement on est déjà passé un petit peu dans le projet, tout ça, je pense que ça figurera dans votre programme pour le prochain mandat. Il y a ce qui est réalisé, puis il y a ceux qui sont en cours de réalisation. Et il ne s'agit pas là de parler dans l'abstrait, il s'agit des dossiers qui sont engagés et qui sont en cours de réalisation, ou bien qui sont en cours de procédure administrative. On aurait pu parler également par exemple de l'écologie, de la biodiversité, du carré culturel, mais malheureusement on n'a pas beaucoup de temps. Et est-ce qu'on pourrait dire de petits mots sur le campus universitaire du Tampon? Bien, je vais dire il y a 4000 étudiants quand même. C'est le pays où nos enfants vont vivre dans l'avenir. Et que quand on pense à ce qui pourrait survenir avec le réchauffement climatique, il faut que nos héritiers, nos enfants, nos petits-enfants ne vivent pas dans un enfer. Voilà. Alors, donc, nous ferons tout pour que la Plaine des Cafres, le Tampon, soient des territoires exemplaires dans le domaine de l'écologie et de la biodiversité. Nous sommes classés 2e prix national aujourd'hui
pour la reconquête de la biodiversité. Nous continuerons à mener ce combat. Monsieur le Président du département m'a donné délégation pour le reboisement du parc national et ce matin il a annoncé qu'il y aura 1 million d'arbres qui seront plantés sur 5 ans et dont je suis l'un des responsables. Donc je ferai le tout pour que l'île reste et devienne une belle île pour servir à nos enfants et pour servir à l'avenir de nos enfants. Il y a un projet d'IATS également, tampon. Eh bien, ce projet n'a pas abouti jusqu'à maintenant. J'espère que Monsieur le Président de la région aura un petit peu d'humanité pour nous, en nous accordant son accord de principe, parce que le conseil d'administration du DRTS de Saint-Benoît a déjà, à l'unanimité, prononcé sa préférence pour venir au tampon, où il y a une université, où il y a 9 amphithéâtres, il y a beaucoup de moyens pour les accueillir. Nous prévoyons la construction de 500 logements pour les étudiants à côté. Nous attendons le feu vert du président de la région et j'espère qu'il va donner son accord de principe pour que ce projet se réalise pour tous les enfants de la région. D'accord, je vous l'ai dit, je suis un petit peu désolé parce que ça passe très vite, on n'aura pas le temps de tout passer en revue. Je vais revenir à une question politique. Vous parlez souvent, vous citez le nom de Cyril Melchior, président du département. Est-ce que, en tant que maire, quelles sont justement vos relations avec les deux principales collectivités, avec le département et la région? Parce que vous parlez souvent du département. Ça veut dire que ça se passe moins bien avec la région? Je gère une institution qui s'appelle la CASUB. Il y a le maire de Saint-Joseph, M. Le Breton, il y a Olivier Rivière, le maire de Saint-Philippe, il y a M. Bachir Vali. Moi, j'ai résolu le problème très simplement. J'ai pris le budget d'investissement, j'ai fait une proratisation par rapport à la population et chacun se part de crédit. Oui. Et j'estime que demain, il faut que la transparence dans la gestion des affaires publiques soit une réalité et qu'on respecte les sensibilités politiques, qu'on ne prive pas des Français, des tamponnés ou bien ailleurs, quand on ne partage pas les mêmes choix, d'être punis. Moi, je souhaite qu'on nous traite comme en fraternité parce que la Réunion, c'est une terre fraternelle. Il ne faut pas continuer à travailler comme ça. D'accord. De par vos relations avec ces deux collectivités, si vous fallait mettre une note aujourd'hui, par exemple, à Cyril Melchior, une note entre 0 et 10, quelle serait cette note? Vous me posez une question difficile, mais en toute sincérité et en toute justice. Moi, je pense que je mettrais 8 points pour Cyril Melchior. D'accord. Et je vais vous poser la même question pour le président de région. Bien, pour le président de la région, par rapport à ce qu'il a fait pour nous, il aurait 4 sur 10. 4 sur 10, vous ne lui donnez pas la moyenne? Mais ce n'est pas une question de moyenne. Moi, je pense qu'il faut être sincère avec soi-même. Je pense que le contraire aurait froissé ma conscience et je voudrais être en paix avec ma conscience. Okay. Entretien Nkoun, on vous a toujours connu comme un élu de droite, même centriste, chiracien, gaulliste, mais vous avez été aussi aux côtés de Paul Vergès, vous avez été aux côtés d'Emmanuel Macron au pique-nique à Petite-Île. Vous n'émettez pas beaucoup de critiques vis-à-vis de la politique gouvernementale. Aujourd'hui, vous vous situez où? Est-ce que vous êtes macroniste? Je ne suis pas macroniste. Et je ne crois pas que je serais... Non, je serais plutôt taquiste, oui. Quand on est taquiste... J'ai oublié de dire que vous avez reçu également chez vous Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen. Eh bien, je trouve que c'est normal, parce que Gilles, un maire, pour tous, dans ma mission, j'ai affaire à des pauvres, à des gens qui sont des responsables. Et ma mission d'homme, moi-même en tant que chrétien, je me dois d'être équitable. Donc j'ai des amis qui sont avec Mélenchon, j'ai des amis qui sont avec Le Pen, il y a même l'employé de la commune qui est parti chez Le Pen. C'est son choix, c'est son droit qui est sacré. L'homme ne peut pas avoir à lui dans un pays démocratique quelqu'un qui lui dit d'aller dans tel parti ou de tel parti. Moi je resterai l'arbitre de tout ça. Moi je veux rassembler, réunir les tamponnés, les réunir pour travailler pour eux, pour leur famille, pour le devenir et pour notre pays, pour la fierté de notre pays. Oui, il y aura les municipales en 2020, mars 2020, 15 et 22. Il y aura l'année suivante les départementales et les régionales. Est-ce que vous dites, comme certains, que
l'union de la droite et du centre est la condition sine qua non pour gagner des collectivités face notamment à la gauche. Je suis assez sceptique sur cette perspective parce que la plateforme de la droite qui existait avait volé en éclats en décembre 2017. Oui, quand il n'y a pas une sorte de volonté commune de travailler pour le bien de la population, on pense plus à ses intérêts, à sa puissance qu'à l'intérêt global. Vous visez quelqu'un en particulier en disant ça? Je ne vise pas quelqu'un, mais je pense que parfois il y a des ambitions qui sont un peu démesurées. Vouloir tout accaparer, vouloir tout régenter, tout ça, cela n'est pas compatible avec ce que la population attend de nous. C'est-à-dire l'intérêt collectif? Il faut chercher l'amour collectif, travailler pour tout le monde, et au-delà des races, de la religion, et de dire que nous sommes tous des êtres humains et que nous avons tous droit au respect, à la même considération et à la même fraternité. D'accord, aucune relation avec ce que vous disiez là à l'instant, mais j'ai une question, puisque vous nous disiez qu'il y a eu quelques soucis pour arriver jusqu'ici ce matin, notamment au niveau de la route. Qu'est-ce que vous pensez de la NRL, des travaux de la NRL? C'est votre réponse? Là, je vais vous dire, il y a 20 ans, 30 ans de cela, pour venir à Saint-Denis, il fallait 1h30 à 2h. Oui. 1h30. Aujourd'hui, pour sortir du Tambon pour arriver à Gillot, il faut 1h45 à 2h. Pour arriver parce qu'il y a eu beaucoup plus de voitures entre-temps. Il faut 1h45. Il y a beaucoup plus de voitures. Eh bien, moi, je trouve que c'est justement... Il fallait faire le tram-train. Eh bien, on aurait dû laisser faire le tram-train d'abord, et qu'il serait déjà peut-être aujourd'hui déjà à Saint-Pierre, voyez-vous, et qu'il serait monté plus tard au Tampon et puis aller vers Saint-Joseph ou bien aller vers les communes de l'Est. Je regrette que ça ne s'est pas fait. Parce que je suis entré il y a 2 mois encore dans un tram à Montpellier. J'ai vu que c'était un outil extraordinaire pour la circulation de la population. Même les vélos étaient accrochés dans le tram et puis on transportait les cyclistes. Je crois que nous avons commis de grandes erreurs sur ce problème de déplacement et il faudra que l'on reprenne, on se ressaisisse pour que ce ne soit pas une catastrophe qui s'annonce pour nous et qui peut durer encore plusieurs années, qui nous mette en difficulté, soit pour entrer dans Saint-Pierre, soit pour en sortir de Saint-Pierre, des difficultés pour traverser à Saint-Paul, des difficultés pour entrer à Saint-Denis, des difficultés pour traverser Saint-Denis, des difficultés pour arriver à l'aéroport, arriver en retard, louper son avion à chaque fois, cela n'est pas possible. C'est pas possible. Alors quand on quitte le temps, bon, alors le chauffeur me demande, est-ce qu'on passe par Saint-Paul, bien on passe par Saint-Benoît. Et bien quand on est passé par Saint-Benoît, la queue commence à Sainte-Suzanne. À Sainte-Suzanne, et ça prend 3 quarts d'heure à 1 heure pour arriver à la préfecture, et dans les 2 cas, on est coincé. Il faut que l'on se rende compte qu'on ne peut pas continuer, si on veut être crédible, attendre encore 10 ans pour résoudre ce problème de la circulation à la rue. Je le disais tout à l'heure, vous étiez au pique-nique de la Petite Île, aux côtés d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui était en déplacement chez nous la semaine dernière. Je sais que vous lui avez remis un dossier, un gros dossier dans lequel vous défendez pas mal de problèmes au niveau de la Réunion. Quels sont-ils, ces problèmes-là? Oui, je pense que le président est jeune. Oui. Il a été élu à 39 ans, il n'a jamais été maire, il ne connaît pas le terrain. Vous savez, il n'y a pas la routine, on va dire. Il y a certains points qui ont été très positifs pour nous. Je vais dire, par exemple, c'est le cas de la reprise en compte de la gestion du RSA. Oui, la recentralisation du RSA, avec le cumul du RSA et une activité, un revenu d'activité. L'État doit départ pas 1 milliard, je crois pas qu'on va en rembourser 1 milliard, mais au moins qu'on arrête l'hémorragie. Et ce qui a permis pour les dépendants de faire une économie de 35 millions à 40 millions d'euros par an. Et quand on regarde la situation, ça va donner un volant à notre président, Cyril Melchior, pour agir de façon très efficace sur le terrain, à l'instar de ce qu'il a fait pour le PST, en donnant à chaque commune un quota de crédit qui permet à chaque maire d'avancer. Toutes les communes sans exception. Quand vous avez 35 millions d'euros en plus de recettes, quand vous faites un prêt de 300 millions pour investir, le remboursement annuel
est de 15 millions, et plus 20 millions. Et si vous mettez les 20 millions au service des pauvres, des personnes âgées qui n'ont plus de maison, qui sont isolées, qui ne peuvent plus payer leurs taxes foncières, tout ça, ce sont des volants importants. Alors donc il faut dire que à ce niveau-là, le président Macron a fait un travail important. Deuxièmement, pour les éleveurs, il a pris en main le problème de leucose bovine. La leucose bovine n'est pas une maladie contagieuse, c'est comme si un bœuf il a un rhume et puis on va dire qu'il est contagieux. Non, il n'est pas contagieux, mais comme en Europe, la leucose bovine devait être éradiquée et a été éradiquée, à la Réunion, il faut appliquer le même règle. Là, il a mis en place un plan d'éradication pendant 4 ans. Ce qui est exceptionnel et formidable. Quand il parle de la transition en matière de la canne à sucre, il faut être réaliste. À l'île Maurice, une tonne de canne est vendue, le sucre est vendu à 250 € la tonne, et à la Réunion, avec l'Europe, nous sommes à 350 €, ce qui veut dire qu'il faut préparer. Là aussi, il a mis en place une commission, créé une commission pour préparer l'après 2020. Voilà. Alors donc la prise en main par l'État de la leucose bovine est une décision qui vient du président de la République. Parce que les services de l'État avec lesquels on avait travaillé, que j'avais demandé de reprendre en main ce projet-là, ils n'étaient pas pour prendre en main en considération la suppression de la leucose bovine à la Réunion. Et ainsi, on va sauver l'élevage viande qui est impacté par une mauvaise publicité, et on va sauver l'élevage lait qui représente quand même, je suis à peine des CAF, dans les 4 hectares de terrain, ce sont des hommes, des femmes qui donnent de l'argent, et donc on n'aurait pas su comment faire pour régler les problèmes, les problèmes sociaux, les problèmes des dettes, etc. Donc, il nous reste, je suis désolé de vous interrompre, mais il nous reste 2 minutes, et en revanche, il n'a pas apporté de réponse concernant la vie chère. Oui, alors c'est la faiblesse de sa réponse qui consiste à dire que nous sommes dans une région india-océanique et qu'il faudra nous. Ça c'est pour dans quelques années, ça c'est l'ouverture de la Réunion. India-océanique, il a parlé de l'Indo-Pacifique seulement. Je pense que justement ces cris qui viennent de la base, qui font péter des pétards, qui brûlent des voitures, tout ça, ces phénomènes-là peuvent s'accentuer et s'aggraver parce que vous avez des gens qui vivent dans des appartements. Ils sont locataires depuis 40 ans. Et les parents ne sont plus là, ils sont toujours locataires. Premièrement, il faut trouver une solution à l'accession à la propriété. Deuxièmement, lorsque le coût de la vie est trop cher, il y a soit la continuité territoriale, qui consiste à dire que le transport doit être assuré par l'Europe et puis par la France, comme ça se fait pour d'autres îles de l'Europe. Il n'y a pas de raison qu'on ne nous applique pas les mêmes règles. On vous dit oui que c'est pas possible, mais qui a dit que c'est pas possible, voyez-vous? Alors donc il faut que l'État se penche sérieusement sur cette question du pouvoir d'achat, parce que cela impacte la vie, les conditions de vie de nos personnes âgées, parce que quand ils ont payé leur nourriture ou bien leur loyer, dans les deux cas, s'ils ont payé le loyer, ils n'ont plus d'argent pour se nourrir, s'ils payent la nourriture, ils ne peuvent plus payer le loyer. Alors il faut trouver une solution. On ne peut pas dire qu'on va gommer cet aspect des choses et croire que ça va se régler tout ça. Il faut prendre ce problème à bras le corps. J'espère que le président de la République prendra ce problème à bras le corps. Je vais lui envoyer d'autres dossiers là-dessus. J'espère, avec l'appui de tous mes collègues qui le connaissent, que les collègues arriveront à le convaincre. Donc tout n'est pas négatif dans le voyage du président Macron. Il y a des choses importantes qui ont été annoncées. Par exemple la formation professionnelle. Combien de jeunes n'ont pas de formation professionnelle? Moi-même j'ai discuté avec Mme Pénicaud, la ministre du Travail, qui m'a dit votre idée est très bonne, je suis d'accord avec vous. Alors nous sommes en train de faire des formalités pour qu'on arrive chaque année à faire en sorte que 500 jeunes puissent trouver du travail avec un salaire et un métier qui les valorise. Donc soit à La Réunion, soit en métropole, il faut leur donner une formation, on ne peut pas les laisser comme ça. Donc nous avons trouvé une filière, la ministre me dit il y a 25 000 emplois en métropole qui ne sont pas prévus, et vous répondez bien à nos préoccupations, je suis d'accord avec vous. Alors donc, le voyage du président de la République est toujours, pour moi, et pour ceux qui analysent la situation, positif, parce qu'il vient prendre connaissance de notre situation.
Et quand il voit ces pétards qui pètent par-ci par-là, ben ça doit interpeller son attention et de prendre en main plus socialement encore nos conditions de vie, parce qu'il ne venait pas à ce moment-là, vous savez, loin des yeux, loin du cœur, c'est pas le cas. Alors il faut s'en féliciter, moi j'espère que nous allons avancer malgré nos difficultés, et j'espère que nous avons des représentants qui sont capables de dialoguer avec lui, et je souhaite pour lui, mais pour la Réunion, qu'il réussisse dans sa mission pour que nous réussissions. Il n'y a pas de question piège dans cette émission, je l'ai toujours dit, mais ma dernière question, ça voudrait dire que sur votre prochaine liste, il y aura des gens d'En Marche? Je réponds que si. Voilà. Je suis le maire de Québec. Je rappelle que vous m'aviez dit tout à l'heure, vous ne savez pas que si vous êtes candidat. Hein. Chez moi, il y a des amis de Mélenchon. Il y a moi, j'ai des amis qui sont au Parti communiste. J'ai des amis qui sont des Français, des créoles comme nous. S'il a fait un choix pour voter Le Pen, mais il n'y a que 35-40% de population de la Réunion qui ont voté pour Le Pen. Ce sont des Français, des créoles comme nous. Voilà. S'ils veulent travailler pour la prospérité et l'avenir de la commune, il faut que je sois ce maire qui est capable de rassembler tout le monde. Je refuse le combat frontal parce que l'homme est évalué avec son appartenance à tel ou tel parti. Il n'y a pas de bon parti. Il y a des hommes, des femmes qui sont bien, qui veulent travailler pour le pays. C'est ça mon ambition. Très bien, André Sanaco, on a bien compris. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain. Merci.